Fait que ça, c'est bon, ça enregistre. On est correct là. OK. Bienvenue à Tout le monde est un leader, un podcast pour ceux et celles qui transforment l'éducation à leur façon. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai le bonheur et le privilège d'accueillir Robert Chicoine et Julie Bouchard. On parle d'école alternative où on a un dynamisme aujourd'hui que je n'ai jamais eu au podcast. On a une maman, une direction d'école. On va parler d'école alternative. Julie, tu es une maman de 2 enfants qui fréquentent l'école Curé à Petit. Tu es aussi une doctorante en sciences de l'éducation et chargée de cours à l'Université de Montréal. Et tu es la présidente du CA, du Réseau des écoles publiques alternatives du Québec. Merci d'être là, ma chère. Plaisir. Puis Robert, de ton côté, tu es directeur impliqué à fond dans cette école-là, Curé à Petit. Et ça a été ton initiative de dire hey, il faut inviter Julie. Quand tu m'as écrit dans LinkedIn, Marius, as-tu déjà entendu parler de ça, l'école alternative? Fait que ça me fait vraiment plaisir que tu aies cette idée-là. Toi, tu es un amoureux des sciences, tu as un baccalauréat en enseignement de chimie, de physique, tu es autodidacte, technophile, tu es optimiste. Puis tu m'as dit en préparation que tu n'aurais pas voulu être né à une autre époque, là. Exact. Bienvenue, puis merci d'avoir accepté l'invitation, ça me touche. Je ne sais pas si on commençait avec Julie pour commencer. Qu'est-ce qui t'amène à t'impliquer au niveau du CA, du REPAC? Puis c'est quoi ça pour toi, là, le réseau des écoles publiques alternatives du Québec? Il y a plein d'acronymes en éducation, en fait que je prends le temps de nommer parce que c'est comme important. Je peux peut-être commencer par parler du réseau en soi. Donc, OK. les écoles alternatives, on est 1% des écoles au Québec. On est 46 écoles. Donc, 46, OK. ouais. Donc, un réseau, c'est vraiment l'idée, c'est de se regrouper ensemble. Dans le fond, dans les écoles alternatives, on a différents réseaux, les directions, les parents, les équipes de relève, là, on en reparlera probablement tout à l'heure, là, qui fondent les écoles alternatives, les services de garde, les chercheurs. On aimerait ça faire un réseau des élèves aussi. Donc, le réseau des écoles publiques alternatives, c'est tout simplement celui qui les regroupe tous. Donc, c'est vraiment le regroupement de ces différents réseaux-là. Puis moi, dans le fond, je m'implique au CA de façon plus intensive, je dirais, depuis 2018. Dans le fond, c'est ça. Donc, l'idée, c'est vraiment de voir nos écoles qui sont particulières grandir, d'appuyer nos membres. Donc, c'est vraiment un plaisir de le faire au quotidien. Écoute, merci de ton implication. Euh, quelle est la tranche d'âge des élèves qui fréquentent une école alternative? La majorité des écoles, ce sont des écoles primaires. Donc, vraiment de 5 ans à 11 ans. OK. Actuellement, on a 3 écoles secondaires. Il y en a une qui est en train de s'ajouter au réseau, puis un projet qui devrait s'ajouter aussi l'an prochain. Donc, c'est vraiment primaire et secondaire, bien que la majorité, ce sont des écoles primaires. OK. OK. Puis, qu'est-ce qui fait qu'un enfant ou qu'un parent, pour son enfant, choisit l'école alternative? Ben, c'est sûr que je peux parler de mon cas à moi, puis je pense qu'il reflète quand même la situation de beaucoup de parents. Moi, au départ, là, en tant qu'élève, là, je peux peut-être dire que l'école primaire, c'est pas juste une expérience positive pour moi. Là. Quand j'étais en première année, j'ai pas particulièrement eu une bonne expérience. Là. J'ai le souvenir d'une enseignante qui était plutôt écrasante, disons, là, Ah oui, hein? qui amenait OK. pas les enfants vers le haut. OK. Puis moi, très tôt, là, quand j'ai eu mon aîné, je me suis posé la question sur tu sais, à quelle école je souhaiterais l'envoyer. Puis j'étais vraiment soucieuse qu'ils ne vivent pas une expérience comme la mienne. OK. Dans le fond, moi, j'habitais dans un quartier défavorisé à Montréal. Puis, dans le fond, mon aîné avait 1 an quand j'ai commencé à me demander où est-ce qu'il pourrait bien aller. Pour moi, le réseau public, c'est super important. Donc, l'école alternative, c'est une école qui est publique. Et puis, dans le fond, dans mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait 3 des écoles primaires de notre quartier qui étaient fermées
pour rénovation, là, les bâtiments étaient désuets. Donc c'est ça, il avait fermé les bâtiments. Et là, c'est comme ça que je suis tombée sur un comité citoyen qui met sur pied des écoles alternatives, parce que c'est ça, dans le fond, les écoles alternatives, elles sont demandées par des regroupements, des groupes de citoyens. C'est beaucoup des parents qui souhaitent avoir une éducation qui est différente pour leurs enfants. OK. Donc, c'est vraiment comme ça que je me suis familiarisée avec le concept. Puis, donc, assez rapidement, moi, j'ai été inspirée par ce qu'il proposait. Puis, entre autres, souvent, puis je reparlerai peut-être de ma recherche tout à l'heure, là, de mes études au doctorat, mais souvent, ce que les parents vont dire, c'est moi, je voulais être présent dans l'éducation de mon enfant. C'était la raison principale qui les amenait finalement. Donc, une éducation qui est différente, puis une présence accrue des familles, parce qu'il y en a beaucoup qui disaient, ben, tu sais, moi, je l'ai accompagné jusque-là, jusqu'à 5-6 ans, puis là, c'est comme si je vais me retirer tout à coup, puis je vais laisser ça aux mains de l'école. Donc, l'école alternative, on va voir ça davantage comme un partenariat, là, donc une collaboration entre les familles, une plus grande continuité, là, justement, éducative entre le milieu plus familial et le milieu scolaire. Donc, c'était bien important pour moi et pour beaucoup de parents qui décident d'envoyer leur enfant dans ces écoles-là. Oui, je comprends ça. Tu disais tantôt, tu sais, on veut que l'école tire l'enfant vers le haut. On a une diversité de talents, puis on souhaite que ce milieu de vie-là qu'on crée à l'école permette à chaque enfant de devenir lui, de devenir qui il est, dans tout ce qu'il est. Puis on dit toujours que la collaboration famille-école, c'est un pilier là, important pour justement permettre à l'enfant de sentir une cohérence entre la famille et ce qui se passe à l'école, là. Donc, tu sais, Absolument. quand j'entends alternatif, je me dis, OK, alternatif, c'est d'autres choses, tu sais. C'est une alternative à ce qu'on connaît habituellement. Puis là, dans ma tête, il y a toutes sortes de questions comme, tu sais, qu'est-ce qui n'est pas pareil? Est-ce que c'est l'organisation? Est-ce que c'est l'approche? Est-ce que c'est le programme? Est-ce que c'est, tu sais, qu'est-ce qui est dans tes mots à toi de parent? Qu'est-ce qui est différent? Bien, commençons par ce qui est pareil. OK, Donc, c'est une école publique, on a dit, qui suit le même programme de formation à l'école québécoise. Donc, une OK, fois qu'on a dit ça, puis ces écoles-là font partie des centres de services scolaires, tout ça. Donc, c'est la même base, mais dans le fond, on va chercher le plus possible à s'adapter au rythme des enfants d'abord. Donc, plutôt que les enfants s'adaptent un peu au système tel qu'il est proposé, ben, l'enseignant va se poser davantage en guide puis essayer d'accompagner les enfants en fonction de leur intérêt et de leur rythme. Bon, une fois qu'on a dit ça, on a les mêmes défis que l'école publique oui, régulière. ben oui, Donc, on se dit, ouais, mais là, comment qu'on fait ça avec trop d'élèves par classe et tout ça? Ben, il y a différentes façons de le faire et une des façons, c'est justement de créer une communauté d'apprentissage autour des enfants. Donc, les familles, les parents, les familles, ça peut être les grands-parents aussi, vont être invités à participer, tu sais, oui, accompagner les sorties et tout ça, mais participer dans la classe. Donc, ils vont vraiment apporter du soutien à l'intérieur même des murs de l'école. Donc, ça va faire en sorte que, ben, on peut davantage, justement, on est plus d'adultes autour des enfants, donc on peut plus, ça permet de les accompagner à leur rythme. Il va y avoir aussi, puis c'est important de le retenir, c'est pas de dire, ben, tu sais, chaque enfant, son individualité, c'est ça qui est mis de l'avant. Non, c'est vraiment pas ça. C'est dire, oui, son rythme, mais dans le cadre de cette communauté-là, puis d'apprendre à collaborer avec les autres. Donc, on va solliciter aussi beaucoup les pairs, donc les pairs, les amis, oui, de tous les niveaux. Donc, il va y avoir aussi beaucoup de jumelage, par exemple, entre le premier cycle du primaire et le troisième cycle, par exemple, ou le deuxième cycle. Donc, beaucoup d'échanges comme ça. Puis aussi, c'est généralement des classes qui sont multi-âges. Donc, OK. beaucoup fonctionnement par cycle. Donc, première et deuxième année ensemble, troisième, quatrième année ensemble, cinquième et sixième année ensemble. Il y a des écoles qui ont une formule un peu différente, mais Mhm. généralement, c'est un multi-âge, là. Et Ouais, donc, on va essayer de voir justement le développement comme étant quelque chose de plus linéaire et graduel. Plutôt que de dire, ben, en première année, il faut que tu aies vu ça. En deuxième année, il faut que tu aies vu ça. On va être plus souple,
justement, en disant, ben déjà, la classe multi-âge, elle permet un peu ça, de dire, ben tu sais, si en première année, un enfant, c'est très, très facile, par exemple, la lecture, ben, on va pouvoir peut-être lui proposer des choses qui sont plus de niveau deuxième année. Il va pouvoir aussi peut-être aider ses collègues de première année. Puis, inversement, pour un collègue de deuxième année, que c'est davantage un défi, bien, on se permet de prendre plus le temps avec lui. Puis donc, c'est différents outils qu'on a à notre disposition pour justement s'assurer le plus possible de ce respect du rythme-là. OK. Je trouve ça intéressant. Ça me rappelle une stratégie qu'on voit dans des écoles euh, traditionnellement qui utilisent la réponse à l'intervention. Parfois, les écoles vont avoir recours à ce qu'on appelle le décloisonnement. C'est temporairement pour certains concepts dans la progression des apprentissages et ça permet un peu de créer temporairement ce que vous créez naturellement, je pense, dans ce que je comprends, là, de suivre la progression de l'enfant à ce niveau-là. Là. Donc, ça me je fais des liens en même temps que j'apprends à vous connaître, puis cette réalité-là, je trouve ça vraiment intéressant. Peut-être la question la plus frappante que j'ai à te poser, Julie, par rapport à ça, puis que les gens qui prennent le temps de nous écouter ce matin, peut-être qui se posent, c'est OK, le parent est plus présent à l'école, un enseignant s'est formé en pédagogie. Comment le parent vient-il appuyer? Dans quelle mesure? Tu sais? Puis c'est quoi son rôle ou la complémentarité des rôles? Comment ça se fait concrètement, ça, qu'un parent vient s'impliquer? Est-ce qu'on est physiquement dans la classe pendant l'enseignement? Comment ça marche? Ça arrive. OK, Ça arrive. OK. Je peux vous donner des exemples concrets que Oui, moi-même oui. j'ai vécu. Ben, généralement, ça se fait graduellement. Hein. Ce n'est pas la première fois que je vais aller dans la classe que je vais être capable d'être davantage en soutien pédagogique à l'enseignante. Tu sais. Au début, je vais être plus en mode observation, peut-être soutenir, par exemple, quand l'enseignante fait une activité, puis là, les élèves se regroupent en petites équipes. Bien, s'assurer que chacun respecte le volume de la classe, que tout le monde peut, tu sais. Donc, des fois, c'est faire des petits rappels, attention, tu sais, là, vous parlez un peu fort, tout ça. Donc, ça, c'est vraiment des exemples de base. Puis, petit à petit, au fur et à mesure qu'on vient, bien, on comprend la manière de fonctionner l'enseignante et tout ça. Puis là, on finit par développer des stratégies un petit peu plus élaborées. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai une enfant qui est en deuxième année, donc qui est avec une enseignante depuis 2 ans, parce qu'en première année, elle était avec elle et là, elle est encore avec elle en deuxième année. L'année passée, on s'est rendu compte qu'il y avait l'effet de l'orthographe approché en groupe, entre autres. Donc, les enfants écrivent des mots et là, ça ajuste et tout ça. Puis, il y a quelques élèves, 2, 3 élèves pour qui c'est stressant. Il y en a que parce qu'ils ont des défis un petit peu plus importants. Il y en a que c'est parce qu'ils ont de l'anxiété quand ils se retrouvent en grand groupe comme ça, là, ils ne savent pas quoi répondre. Donc, on a identifié ces élèves-là ensemble, puis à un moment donné, elle dit, ça te tente-tu de les prendre? On va prendre chacun les mêmes mots, mais toi, tu vas en prendre 2, 3. Puis on va y aller comme ça. Fait qu'elle a fait avec le grand groupe, moi, je fais avec eux. Puis, en fait, on finit par faire la même tâche, mais comme j'en ai juste 3, moi, je peux prendre davantage le moment avec chacun. Et ils ont fini par accomplir des 2 côtés la même tâche, mais à un rythme qui est différent. Fait que ça, c'est vraiment un exemple qui peut se produire. Mais tu sais, il y en a des multiples, là, je veux dire. Oui. Les enseignantes, par exemple, souvent vont se regrouper pour faire du développement pédagogique. Et là, à ce moment-là, ben, on peut, les parents, les familles, prendre les élèves, aller dans les classes ou les prendre en décloisonnement pour faire une activité autre pendant que les enseignantes sont absentes. Ça, c'est aussi une possibilité. Dans ce temps-là, on Wow. est Wow. 2, 3 parents pour justement supporter le groupe. Donc, c'est vraiment de venir appuyer en fonction de notre rôle. On n'est pas des enseignants, ça c'est clair, puis tout le monde le sait. Puis, mais petit à petit, on apprend à se connaître, puis chacun prend sa place en fonction de ses compétences, puis de ses forces. Ouais. Quelle belle dynamique, Robert. Ça nous fait tellement plaisir que tu sois avec nous. Problème d'électricité. Aujourd'hui, Oui, tempête de neige et oui, oui. Des fois, la technologie nous joue des tours.
Julie, si tu permets, Marius, je pourrais rajouter aussi un autre exemple concret que les parents, leur présence, qu'est-ce que ça permet. Oui. Une conseillère pédagogique qui m'avait, à un moment donné, on parlait beaucoup de rétroaction, puis de l'importance de rétroaction. Puis c'est vraiment un thème, ça, dans les écoles alternatives, puis à Curia-Petit. C'est quelque chose de très important. Et la conseillère pédagogique, Mona, me disait, c'est rare les écoles qui ont le temps de faire ou l'occasion de faire ce qu'elle appelait la rétroaction de luxe. C'est-à-dire De la prendre rétroaction le de temps de s'asseoir avec l'élève et discuter avec l'élève de l'endroit où ce qui est rendu. Mais ça, là, la présence de parents en classe, nous, là, ça permet beaucoup aux enseignantes là, puis aux enseignants de faire de la rétroaction de luxe auprès des enfants parce qu'ils ont du temps de qualité. Puis, le reste de la classe continue à fonctionner. Alors ça, c'est vraiment un gros plus qu'on a là, quand les parents sont là. Ben absolument. Écoute, c'est la première fois que j'entends l'expression rétroaction de luxe. Je vais vous citer. C'est pas de moi. Je trouve ça beau. Puis toi, ben, dans le fond, Robert, ce qu'on est en train de faire, c'est que j'ai posé la question à Julie, tu sais, c'est quoi le REPAC? Qu'est-ce qui t'amène à t'engager là? Puis comment on choisit une école comme ça? Puis toi, comme direction d'école, dans tes mots à toi, pourquoi on choisit une école comme ça? Puis qu'est-ce que ça implique comme direction d'école d'être le premier apprenant, le premier leader de cet espace de vie-là? Comment ça marche? Ben, en fait, au départ, c'est pas l'école qui m'a choisi. À un moment donné, on m'a demandé, on me dit, Robert, connais-tu des écoles alternatives? Non, pas vraiment. Bref, on aurait une à te confier. Alors, serais-tu prêt à y aller? Pourquoi pas? Alors, les gens ils me connaissent, les gens savent que j'aime ça découvrir, je suis un explorateur. Alors, quand je suis arrivé donc à Curia-Petit il y a 6 ans, je ne connaissais pas les écoles alternatives et là, j'ai découvert. Et vraiment, c'est les parents et les enseignants qui m'ont appris qu'est-ce que c'est qu'une école alternative. Okay. Vraiment, là, je me souviens, là, un parent, Jean-Denis, un parent très impliqué à l'école, a pris le temps de m'expliquer c'est quoi l'idée, la philosophie d'une école alternative. J'ai des enseignants qui sont venus me voir. Et là, je me suis dit, mais mon Dieu, ça ne pouvait pas mieux tomber. Okay. Parce que j'ai trouvé ça extrêmement stimulant. Puis c'est la posture d'une direction qui change. En tout cas, dans mon cas, ça m'a changé quasiment instantanément. On ne fait jamais de rencontre à Curia-Petit, par exemple, où est-ce que la direction est en avant, puis là, j'envoie de l'information, des attentes pendant toute une rencontre. On est toujours en posture quasiment de co-gestion. On est autour d'une table, on discute. Les ordres du jour, c'est toujours ouvert. Chacun peut amener un point. C'est vraiment interactif et tout le monde, on pousse dans le même sens. On essaie toujours d'apporter un plus. Alors, il faut accepter comme direction, je dirais, de laisser exprimer encore plus là, le leadership des autres. Okay. C'est primordial. Oui. Si on n'accepte pas ça, ça ne peut pas fonctionner dans une école alternative. Non, c'est sûr. Ça demande un lâcher-prise. Puis, puisque tu le nommes dans les mots de Robert, ce serait quoi le leadership pour toi? Tu sais, quand on dit on le partage, leadership, c'est gris. Puis moi, écoute, je suis un apprenant du leadership. J'adore entendre les gens mettre des mots là-dessus. Tu sais, ce que ça veut dire pour eux. Donc, je serais curieux. Toi, si on partage le leadership, ça veut dire quoi pour toi, ça, le leadership? Bien, en fait, moi, là, ce que j'aime voir, à la fois chez les élèves, chez les parents, chez les enseignants, c'est de voir comment ils vont pouvoir contribuer, s'épanouir au travers d'un point commun qu'on a, qui est l'école, dans le fond. Okay. Alors, moi, c'est de mettre les conditions gagnantes pour que que chacun y trouve finalement là, sa place, puis puisse s'impliquer
selon ses intérêts, selon ses aspirations. Alors, je suis continuellement en train de penser à ça. Alors, pour moi, c'est comme ça que j'exprime mon leadership à l'école. Ah, il y a une grosse place pour l'autre, hein? Puis Ouais. Ouais, ouais. Toi, Julie, comment tu vois ça, le leadership? Ben, Point de vue de parent, mais aussi, tu sais, je sais que tu fais des études poussées en pédagogie, là, puis en sciences de l'éducation, mais je veux dire, leadership pour toi, qu'est-ce que c'est? je pense que Robert et moi, on a une vision assez complémentaire du leadership. OK? Donc, pour moi, effectivement, tu sais, le leadership, c'est vraiment d'être capable d'amener tout le monde à travailler ensemble, puis OK. à mettre l'accent justement sur les forces de chacun pour avancer dans un but qui est commun, qui est partagé. Hmm. Donc, j'ai vraiment une vision peut-être justement collaborative du leadership. Fabuleux. En vous écoutant parler, je me dis ça, avant de fonder Escouade des Dieux, c'est ma 7e année là, comme consultant chez Escouade des Dieux. Puis, j'avais un poste d'accompagnateur juste avant de fonder Escouade des Dieux. Puis, on accompagnait des écoles dans l'intégration du numérique. Puis, justement, à cette époque-là, la vision de la pédagogie qui implique du numérique, c'était justement un peu votre définition du leadership. Tu sais. Comment est-ce que le numérique va nous amener à être capable de placer l'élève au centre de son expérience d'apprentissage, lui donner de la place? Puis un des gros enjeux qu'on avait à cette époque-là, puis encore, on s'entend en 2023-2024, on est là, c'est l'engagement de l'élève. Tu sais, comment on fait pour amener l'élève à fournir un effort soutenu pour générer des preuves d'apprentissage réelles, comme ça, la rétroaction de luxe elle apporte sur quelque chose, apporte sur une preuve d'apprentissage qui est réelle. Tu sais, un élève qui essaye à 50 même si je lui donne une rétroaction de luxe, ben lui, il sait qu'il ne m'a pas vraiment donné accès à ce qu'il est capable de faire. Puis ma rétroaction de luxe est moins luxueuse ou porteuse pour lui à ce moment-là. Fait que c'est là que j'ai commencé à vraiment étudier le leadership pour voir comment ça marche, ça. Aller chercher le meilleur de l'autre. Tu sais. Fait que je serais curieux de voir dans vos stratégies, dans votre aide, dans votre approche collaborative, parents, enseignants, direction et autres autour, comment on fait pour amener les jeunes à s'investir? Ça marche comment pour vous, l'engagement de vos jeunes là, de 5 à 11 ans, mettons? Là? Je ne sais pas qui veut commencer, là, mais Julie, je te laisse partir. Ben, moi, je pense que c'est le pouvoir, c'est la place qu'on va donner, dans ce cas-ci, à l'enfant, à l'élève, de pouvoir justement être le meneur de son apprentissage, puis de sentir qu'il y a vraiment un rôle à jouer. Si je prends par exemple l'utilisation d'un plan de travail où l'élève est vraiment sollicité dans la mise en place de ses apprentissages, quand on l'accompagne, puis qu'on l'aide à se fixer lui-même ses propres objectifs et qu'on l'inclut après ça dans cette rétroaction-là, puis qu'on lui demande qu'est-ce que tu en penses, bien, souvent lui-même va être amené à nommer qu'est-ce qui a été bien réussi, qu'est-ce qui a été moins bien réussi, puis qu'est-ce qu'il devrait faire par la suite pour continuer son cheminement. Fait que moi, je pense que plus on va donner de pouvoir à l'élève, plus il va se sentir engagé dans ses apprentissages. Absolument. Plus on me donne une place, plus c'est facile de m'impliquer. Toi, Robert, comment tu t'expliquerais ça? Tu allais dire Il y quelque a chose tellement tantôt. il y a tellement d'aspects, là. C'est comme, nous autres, on a une expression, là, on dit la vraie vie, c'est maintenant. Des fois, on entend ça dans les écoles. Va voir dans la vraie vie, tu vas voir dans la vraie vie. Ben, nous, la vraie vie, c'est maintenant. C'est même inscrit dans notre projet éducatif. OK. Donc, alors, il faut que ça fasse du sens. Les enfants sont considérés comme des jeunes citoyens, là. Je veux dire, l'école, c'est comme une ville, c'est comme un pays, c'est comme notre maison. Donc, puis nous, ben, on essaie là comment dire, de rendre ça le plus réel, le plus concret possible. Par exemple, on va faire des assemblées générales des enfants. Alors, quand Ah on fait oui, ça, hein? une vraie Fait- assemblée générale des enfants, fait- avec des propositions, ils font des discussions. Quand on a révisé le projet éducatif, ben, on a fait une assemblée générale des enfants. Les objectifs qu'on retrouve dans notre projet éducatif, ça vient des enfants. Donc, évidemment, on reformule ça un peu parce qu'il faut que ça soit un langage qui est plus
au niveau des enfants. Mais récemment, on avait une soirée d'information pour que les parents soient informés. Ben, c'est quoi? Vous voulez inscrire votre enfant dans une école alternative? C'est quoi exactement? Ben, qui commence la rencontre? C'est un enfant qui commence la rencontre. Donc là, on préparait ça, moi et lui, puis ça crée plein d'occasions. Il fallait qu'ils prennent des notes, là, pareil comme n'importe qui, qu'on prépare une rencontre. On travaille ensemble sur le plan de la rencontre. Là, je ne suis pas arrivé avec un plan déjà tout fait. C'était vraiment authentique. Et là, je me souviens, il me dit, viens pour écrire. Puis il me dit, ouais, mais je vais faire des fautes. Fait que, ben là, je lui dis, ben, tu as le choix. Pas écrire et pas faire de fautes, et écrire beaucoup et faire de moins en moins de fautes. Je te laisse choisir. Donc, Wow. alors, J'aime ça. ça permet de vivre des expériences qu'on ne vivrait pas nécessairement. Là. Tu sais, avant, quand j'étais dans des écoles plus traditionnelles, j'avais moins l'occasion de travailler avec des élèves directement de cette façon-là. OK. Juste pour que ce soit clair pour les gens qui nous écoutent, puis pour mon propre bénéfice, c'est, mettons, là, un parent veut inscrire son enfant dans votre école. Est-ce que mon enfant doit être en difficulté ou est-ce que je fais simplement choisir une école dont j'apprécie l'approche sur papier, puis j'ai le goût de découvrir ça, puis d'offrir ça à mon enfant? Comment ça marche? Ben, en fait, c'est ça. Donc, moi, je dis souvent, parce que c'est une question qu'on a souvent, l'école Oui, alternative, c'est pour oui. tous les enfants, mais c'est pas pour tous les parents. C'est-à-dire que c'est une école où euh, ça va être nécessaire, de s'impliquer, de donner du temps, et où on va devoir avoir une grande confiance en son enfant et aux autres adultes qui vont participer à la communauté d'apprentissage autour de lui. Donc, quand je dis qu'il faut avoir confiance en son enfant, c'est-à-dire que les guides qu'on a habituellement pour savoir si son enfant va bien ou pas bien sont un peu différents. Hein. On veut éviter, par exemple, les bulletins chiffrés donc, il faut être capable de dire, ben, OK, mon enfant, il a peut-être un rythme différent. Il faut que je lui laisse le temps de me montrer ce rythme différent-là. Donc, peut-être qu'il n'apprendra pas à lire tout de suite. Mais je dois être capable de me dire, ben, on va tout mettre en place pour l'accompagner pour qu'il le fasse et éventuellement, il va le faire. Donc, il faut être capable de laisser aller certaines choses aussi. Puis après ça, ceci dit, il n'y a pas de bulletin chiffré. Moi, je trouve qu'on a une évaluation et un accompagnement, une présence à notre enfant qui est beaucoup plus vaste que avoir un bulletin chiffré comme c'est plus traditionnel d'avoir. Mais ça va passer par justement cette présence-là dont je parlais au début. Donc, il va falloir être disponible, il va falloir donner du temps et tout ça. Puis, on a des contraintes aussi. Hein? On a les mêmes contraintes, c'est ce que je nommais tout à l'heure. C'est une école publique. Nous aussi, on a une pénurie de personnel. Nous aussi, on n'a pas des ressources illimitées. Donc, c'est pas possible pour nous non plus d'être une école où on accueille toute la diversité des cas particuliers. On va avoir besoin d'aide, c'est sûr. Donc, on a aussi cette limite-là qui nous est imposée par notre statut d'école publique, bien entendu. J'imagine, OK. Robert, tu auras des choses à dire là-dessus. Oui, Ben oui, ben en je te fait, laisse faire du pouce là-dessus, Robert. ouais, ben c'est sûr que à la base, toutes les écoles alternatives, c'est des écoles inclusives. Alors, il n'y a pas de sélection, il n'y a pas de. S'il y a plus d'élèves, plus de familles qui veulent inscrire leur enfant que de places disponibles, on fait une pige au hasard, tout simplement. Puis voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, mais c'est pour ça qu'on fait d'ailleurs des soirées d'information. Il faut comprendre dans quelles circonstances, dans quel environnement l'enfant va se retrouver. Et des fois, les parents connaissent leur enfant, puis des fois, ça peut aider. Alors, par exemple, la plupart des écoles alternatives dans les classes multiniveaux. Puis ça, j'ai une anecdote à raconter à ce sujet-là là, qui est super intéressant si on a OK. le temps. Oui, oui, Mais, ben oui. c'est ça. Donc,
multiniveau, ça veut dire nécessairement que les enfants ne font pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui fait la même chose en même temps. Il y a des projets qui se font à gauche, à droite. Donc, il y a un peu plus de brouhaha dans la classe. Ça, des fois, ça peut indisposer certains élèves. Alors, c'est sûr que nous, on essaie de donner le meilleur environnement, le plus d'encadrement possible, mais il reste que il y a beaucoup d'actions dans une classe qui se passe. Il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui sortent, des parents arrivent, des parents partent. On fait beaucoup aussi de comment on appelle ça, là, pas de décloisonnement, ben oui, d'une certaine façon. On fonctionne par famille. Alors, des fois, les plus vieux du troisième cycle viennent parler aux plus jeunes du premier cycle et inversement. Donc, ça fait beaucoup d'actions quand même. On utilise le corridor. Les élèves, quand ils vont dans le corridor, c'est pas parce qu'ils sont en conséquence, parce qu'ils vont travailler dans un endroit. Alors, c'est pas rare qu'on voit des enfants travailler dans les escaliers, etc. Alors, il faut savoir que c'est dans cet environnement-là et percevoir pour notre enfant qu'il va être capable de s'adapter à cette façon un peu différente. OK. Tantôt, Julie, tu disais, il n'y a pas de bulletin chiffré. C'est mouvementé, on collabore, il y a des élèves dans le corridor, il y a tout ça, il y a le parent, il y a différents projets, on ne fait pas tous les mêmes choses en même temps. Comment se fait la communication de la progression des apprentissages ou du rendement, ou si on n'a pas de bulletin chiffré, comment ça se passe ça? Est-ce qu'on documente des choses? Est-ce que on l'observe, c'est tout? Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Pour les gens qui nous écoutent, on rêve de ça en éducation, de dire, OK, si on pouvait enlever certaines échéances qui font en sorte qu'on a peut-être moins de temps pour apprendre certaines choses ou qu'on doit vivre longtemps avec la conséquence de ne pas l'avoir appris avant telle date. On le porte toute l'année. Comment ça se passe pour vous, ça? Bien déjà, on est présent. Donc, on est des observateurs de nos enfants, de tous les enfants, mais de nos enfants aussi. On les voit fonctionner, on voit comment ils se développent. Ouais. Aussi, on reçoit beaucoup de choses à la maison, des travaux avec des commentaires. Nous-mêmes, on est amenés à commenter. Et on va essayer aussi, beaucoup vont utiliser les portfolios, donc vraiment monter un classeur avec des documents puis dire, ah oui, telle chose est peut-être plus à travailler, tout ça. Donc, beaucoup de qualitatifs, beaucoup d'explications. Les portfolios, c'est-tu des portfolios de luxe? Moi, je trouve que oui. Ouais. Oui, absolument. On est très impliqués aussi, là, on parle beaucoup d'évaluation tripartite. Là, les parents sont très sollicités aussi à amener leurs propres observations à contribuer. Puis, on va essayer de voir justement l'évaluation un petit peu plus en fonction de l'enfant. Je vous donne un exemple. Plutôt que de comparer l'enfant au groupe, on va essayer de comparer l'enfant à lui-même. Donc, quand je reçois, on a le même processus. On va rencontrer les enseignantes à la première communication, puis il va y avoir le premier bulletin et tout ça. Mais dans le fond, c'est qu'on va être plus en forme à travailler tel élément. Disons, si je prends la lecture, bon, je dis, OK, sur le plan du vocabulaire, bon, ben, c'est très facile pour cet enfant-là. Donc, comme c'est très facile, ben, je m'attends quand même à ce que cet enfant-là, par exemple, sur le plan de la compréhension, ben, se développe davantage. C'est sûr que si je le compare à d'autres qui sont dans le même âge, il est avancé, par exemple, mais je vais m'attendre à ce que, par rapport à lui-même, il produise davantage. Voici telle chose qui devrait continuer à avancer. Donc, on va être davantage dans la forme de la discussion puis sur ce qui est à travailler plutôt que de dire, bon, ben, tu sais, ça, c'est absent. On sait, là, un 80 qu'est-ce que ça signifie? C'est toujours difficile à dire. Là, donc, OK, bon, par rapport à une moyenne de groupe et tout ça. Mais là, on va être plus dans, là, justement, oui, il y a des acquis, mais voici qu'est-ce qui est à travailler en fonction de mon enfant. Puis un enfant qui, justement, va avoir peut-être plus de difficultés, ben, on n'aura pas le sentiment que c'est si différent cette rencontre-là, dans le sens où on va dire, ben là, tu vois, on travaillerait plus le vocabulaire. On devrait être rendu plus loin sur le plan du vocabulaire et des choses comme ça. Et d'une fois à l'autre, on va souligner les réussites de l'enfant et qu'est-ce qui demeure à travailler, par exemple. Donc, beaucoup dans la communication. Donc, l'idée de recevoir de la rétroaction, c'est pas parce que j'en ai beaucoup que j'ai fait beaucoup de fautes. Tout le monde reçoit de la rétroaction, puis on met l'accent sur sa prochaine étape. Je me dis,
est-ce que c'est une des dimensions qui fait en sorte que c'est pas pour tous les parents, ça? Qu'on amène l'enfant à se comparer à lui-même puis pas aux autres? Qu'est-ce que tu observes, toi, de ton côté? Parce que ça, c'est gros. Plus les élèves vieillissent, cette dimension-là de ben, mon gars, ma fille, se compare comment aux autres? Euh, je trouve ça tellement fantastique pour vos élèves qui puissent vivre ça. Les amener à mieux Ah se oui. comprendre puis à se mobiliser vers toi, tu es rendu où dans ton parcours? Go! Tu sais, mais est-ce que c'est une des dimensions pour les parents que c'est plus difficile à se retrouver, mettons, là? Ben, tu sais, je pense que c'est la question de je suis capable de faire confiance à mon enfant, tu sais, à lui, et non pas d'avoir ce référent-là, toujours de me dire les autres sont rendus où, tout ça. Donc, oui, moi, je pense que ça peut être une difficulté, mais en même temps, c'est aussi une facilité dans la mesure où me sens bien mieux, bien plus outillée pour accompagner mon enfant. Je le sais qu'est-ce qui est à faire. Tu sais, là, je Mhm. veux dire, on est en grève actuellement. Je suis pas inquiète du développement de mon enfant parce que je le sais où il est rendu, puis je le sais, tu sais, on n'a jamais le temps de travailler ses multiplications, là, on va le faire pendant la grève, là. Donc, tu sais, parce que je suis au courant, justement, de là où il est rendu, tu sais. Tellement le fun aussi parce que un des avantages marqués dans tout ce que vous dites, puis je ne veux pas prendre trop de place parce que c'est tellement le fun de vous écouter, c'est que il y a, vous gardez les enfants dans leur zone de contrôle. Tu sais. Qu'est-ce que moi je peux faire comme prochain pas pour m'améliorer versus augmente ta note. Tu sais. Mon résultat scolaire, je ne peux pas le contrôler. Je contrôle seulement ce que moi je peux faire pour apprendre, puis là où je suis rendu. Donc tu sais, vous les gardez vraiment là dans le. Vous cultivez une mentalité de croissance, dans le fond, si je peux le résumer dans ce sens-là. Je trouve Tout ça à beau. fait. Oui, puis Puis- c'est vrai pour lui qui a des difficultés que pour lui, pour qui c'est facile de dire ah, ben moi, je suis correct, je suis meilleur que les autres, fait que je peux me Mhm, tourner les pouces finalement. mhm, Non, tu peux continuer toi aussi à continuer de progresser mhm. ou tu peux aider les autres. Que j'ai 58 ou 99, j'ai une prochaine étape. Exactement. Ouais. Robert? C'est clair, clair, clair. Ben, c'est clair, clair, clair que à Curie-Petit, puis dans la plupart des écoles, dans toutes les écoles alternatives, euh, l- on ne parle pas de notes. Je voudrais juste m'assurer, là, Curie-Petit, on a encore un bulletin chiffré. Les écoles alternatives tendent généralement pour quitter, plus avoir de bulletin chiffré. Ça demande quand même des étapes et toute une démarche pour arriver là. Là, les enseignants, toute l'équipe travaille énormément pour réussir à monter un projet qui pourrait nous amener là. Là, ce qu'on fait actuellement, c'est que sur tous les travaux, tout ce que les enfants font, il n'y a pas de notes. Il n'y a pas de notes chiffrées. Il n'y a que de la rétroaction. Ça, je suis sûr que c'était clair à ce niveau-là. Euh, Marius, il y a quelque chose tout à l'heure qu'est-ce qu'on fait pour les enfants pour les amener à aller plus loin, Oui, toujours à avancer? Ben, il y a quelque oui. chose qui est super important dans les écoles alternatives, puis c'est très, très fort à Curie-Petit, c'est que les enfants ont le droit de faire des erreurs. C'est pas une mauvaise affaire de faire des erreurs, c'est même une bonne affaire de faire des erreurs. C'est de pas en faire qui est inquiétant, parce que là, si quelqu'un ne fait pas d'erreur, il y a comme cette idée-là que il ne se pousse pas assez. Là. Il y a quelque chose qui cloche. Euh, donc, on encourage les enfants à prendre des risques. Et quand il y a des situations qui ne fonctionnent pas, ben, ce n'est jamais vu comme un élément négatif, mais plutôt une opportunité pour apprendre. Alors, Oui. c'est vraiment ça qui est le centre de la progression des enfants. Prenez des risques, essayez-vous, c'est positif. Et ça fait un peu. Moi, quand je suis allé à l'école, tu faisais des erreurs, tu le savais, puis c'était pas nécessairement très, très positif. Et il y Non, avait beaucoup de c'était pas célébré. comparaisons. Oui, Non, oui. effectivement. Alors, ça, c'est un aspect assez important. Et puis, je voudrais vous parler de quelque chose, mon anecdote là, que je vais vous parler au Oui, oui, sujet oui. des classes multi-âges. Oui. C'est que des fois, on juge que les enfants sont rendus à un certain endroit, puis
on sait que le redoublement, ça existe encore, hein, ou la prolongation de cycle, souvent, puis ça existe aussi là, à Curia Petit, dans les écoles alternatives. Sauf que quand ça arrive, on va habituellement attendre à la fin du cycle. Puis on se pose toujours la question, ben, comment on fait pour juger qu'une décision de prolonger un cycle ou même de redoubler là, va être positif réellement à long terme pour l'enfant, surtout que des recherches tendent à démontrer que ce n'est pas si positif que ça à long terme. Et quand même, au cours des 6 dernières années, là, c'est arrivé à 2 reprises. 2 reprises qu'on a regardé tous les paramètres, on regardait ça, puis on se disait, non, là, ça ne sera pas dans l'intérêt de l'enfant qui poursuivent. Et on a fait reprendre la première année pour les enfants que j'ai en tête actuellement. Et ces enfants-là, l'année suivante, là, c'est arrivé 2 fois à l'intérieur de 6 ans, mais même si sur papier, ils étaient en première année, vu qu'on fonctionne par cycle, ils ont quand même fait de la 2e année et sont passés directement en 3e année. Je ne sais pas si c'est clair, mon chose, mais ça veut dire que oui. Si on n'avait pas été en cycle, l'enfant aurait pris sa première année, on n'aurait jamais su que ça allait débloquer son affaire, qu'il allait pouvoir finalement aller continuer son parcours sans aucune prolongation. Puis j'ai un de ces élèves-là qui a terminé l'année passée. On a déjà eu des prolongations qui n'ont pas avéré, il n'y a pas eu ce rattrapage-là, mais 2 fois quand même. Ouais. Où est-ce que c'est arrivé? C'est quand même extraordinaire. Là. C'est extraordinaire, Robert. Si je peux le dire en d'autres mots, là, puis tu me corrigeras si ce n'est pas ça ou Julie, là, c'est que parce que vous fonctionnez en cycle, ma capacité en tant qu'élève de passer au niveau suivant est possible quand moi je suis rendu là, plutôt que si c'était une organisation plus traditionnelle, il faut que j'attende à la fin de l'année scolaire puis au début de la suivante pour passer au suivant. Donc là, votre élève qui avait pris peut-être, ou mettons qu'on le formule comme vous le dites sûrement à l'interne, là, c'est que l'élève est rendu là, on va le prendre où il est, on va l'amener à progresser. Il a été capable de faire les progrès requis pour qu'il soit, selon ce qu'on dirait habituellement, rendu à la bonne place à la bonne date, là, pour pouvoir passer au prochain niveau en même temps. Donc, tu sais, il n'y a pas eu à vivre avec le fait qu'il y a eu une période temporaire de rattrapage nécessaire. Il a été capable de récupérer ça parce que vous fonctionnez en cycle. Là. Il n'a pas traîné ça toute sa scolarité. Tu sais, parce que, tu sais, traditionnellement, tu manques une année, toute ta vie, tu es un an en retard. Tu changes de cohorte, littéralement, là, tu sais. Puis surtout qu'on le sait que les domaines d'apprentissage, c'est pas quelque chose qui fonctionne en bloc. C'est-à-dire que je pourrais être de niveau première année en lecture, alors qu'en mathématiques, je suis de niveau 3e année. Tu sais. On le sait que ça peut arriver des choses comme ça. Donc, oui, c'est quelque chose qui peut arriver. Puis, tu sais, les enseignantes vont être invitées justement à fonctionner en fonction des élèves, plus qu'en dire, ben, c'est vraiment pas une organisation multi-âge par commodité, comme je dirais, c'est vraiment une organisation par pédagogie. Donc, je dirais pas, mes premières années, vous faites ça, mes 2e années, vous faites ça. C'est sûr que ça se fait un petit peu, mais je vais être amenée à me dire, ah, OK, oui, mais toi, t'as peu, là, en lecture, je peux te donner, je peux te nourrir parce que je le vois, là, je vois que tu es capable. Ou à l'inverse, je vais justement, on va ralentir un petit peu, on va prendre plus de temps, on va étirer un petit peu. Tu sais, il y a des. Puis nous, à Curia Petit, c'est ça, là, c'est par cycle, mais tu as des écoles alternatives. Il n'y en a pas beaucoup, mais je pense à l'école Jonathan, c'est maternelle à 6e année. C'est des classes complètement ouvertes. Il y a Rose des Vents à Montréal, c'est des classes 3 années. Donc, première année, 2e année, 3e année. 4e année, 5e année, 6e année. Donc, il y a différentes configurations qui visent à donner au développement de l'enfant le temps de s'exprimer. Puis je trouve que l'exemple de Robert, il est tellement parlant. Ouais. on entend souvent l'expression faire éclater les murs de l'école, tu sais, quand on parle du numérique. Là, je réfléchis à votre approche pédagogique qui suit la progression naturelle du développement de l'enfant, dans le fond.
qui est différente pour tout le monde. C'est qu'on fait éclater les silos un petit peu là, avec ça. Là, puis ça ouvre des portes, ça ouvre des voies vers la réussite pour les enfants, là, selon ce que je comprends. Tout à Wow. fait. Ouais. Absolument. Puis, Julie parlait à l'instant de d'autres écoles alternatives. Ça, c'est une autre particularité là, qu'on fait, c'est qu'on se visite un peu entre écoles alternatives. Des fois, on appelle ça un peu là, amicalement du tourisme pédagogique. Mais c'est vraiment assez fabuleux là, d'aller passer une journée, amener une équipe école. Là. OK, parce que c'est pas toutes les écoles du Québec qui ont leur journée pédagogique en même temps. Alors, supposons, nous, c'est notre journée pédagogique, on va aller à Montréal, supposons à l'école des Saules-Rieurs, qui, eux, c'est une vraie journée d'école, bien, pouf, on va passer une journée avec eux autres, voir comment que ça va, c'est quoi leur pratique, aller faire des observations en classe. On peut le faire inversement. Ça aussi, ça permet d'évoluer, de voir comment on fonctionne ailleurs, puis essayer de retirer ce qui peut nous faire progresser là, selon les expériences qu'on vit à ce moment-là. Là. Je trouve que Robert, ça illustre beaucoup qu'est-ce que c'est une école alternative. C'est constamment en évolution. On amène les enfants à faire des essais puis des erreurs, mais nous aussi, on est dans cette posture-là, c'est-à-dire on est constamment en développement. C'est pour ça, au départ, quand je disais c'est quoi une école alternative, il y a les grandes lignes, mais après ça, il y a c'est quoi tes particularités, puis où est-ce que tu es rendu, toi, dans ton développement d'école alternative. Bon, là, on essaie ça, on essaie ça. On parlait de bulletins chiffrés tout à l'heure. À Curéa-Petit, on a encore un petit peu ça qui traîne. Bon, après, on peut le regarder dans le portail ou pas. Hein? C'est toujours une décision des parents. Mais il y a des écoles où il n'y en a pas du tout de chiffres. C'est la même chose pour les évaluations ministérielles. Il y en a qui ont des dérogations, il y en a qui n'en ont pas. Donc, mais tu sais, c'est-à-dire que là, on voit des choses, puis on dit, ah, on essaie ça. Bon, ça a moins bien fonctionné. On va essayer d'autres choses. Puis là, on va aller voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. Oh, OK, ça, c'est intéressant. On va le mettre en place. Mais c'est jamais stagnant. C'est toujours en mouvement, puis en recherche de c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qu'on va faire pour que ce soit plus près encore de nos valeurs? Puis, tu sais, est-ce que nos valeurs vont changer? Ça se peut que ça change et tout ça. Donc, c'est une espèce de notion de mouvement, là. C'est clair que vous Julie, êtes je en pense à mouvement. l'affaire. Oh. J'allais juste dire, c'est clair que vous êtes en mouvement si vous suivez le développement de l'enfant parce que on suit l'enfant, dans le fond, tu sais. Donc, je voulais juste dire ça. Vas-y, Robert. Oui. Ben, en fait, Marius, c'est directement en lien avec le commentaire que tu viens de faire. Puis, Julie, sois bien à l'aise. Est-ce que tu serais d'accord qu'on parle d'une aventure qu'on a vécue avec un de tes enfants à l'école? Ah oui, absolument. Absolument, vas-y. En fait, l'idée, c'est toujours d'impliquer le plus possible l'enfant dans sa progression, au travers de ses difficultés. On sait que les écoles, on a beaucoup de plans d'intervention. Hein. Maintenant, là même, c'est pas parce que c'est une école alternative qu'il n'y a pas de plan d'intervention. Et souvent, on s'assoit une gang d'adultes ensemble, puis là, on décide de qu'est-ce qui est bon pour l'enfant. Alors nous, on essaie de faire les choses un peu autrement, puis d'impliquer l'enfant aux solutions, etc. Puis à un moment donné, avec ton garçon, Léo, donc on voyait certaines choses qui devaient être améliorées. Et là, on a décidé de faire une rencontre, mais la personne qui était au centre de cette rencontre-là, qui était un peu comme l'acteur principal, c'était justement Léo. Et c'est quasiment lui là, qui a animé la rencontre, parce que je me souviens, hein, Julie, puis il en est arrivé à expliquer ce qu'il vivait en classe, puis qu'est-ce qui faisait que des fois, il arrivait des situations qui étaient pas toujours gagnantes. Et là, il en est arrivé lui-même, évidemment, on l'accompagnait là-dedans, mais à proposer des outils qu'il a décidé de fabriquer lui-même. Je pense que c'était un genre de
petite série de cartes avec des dessins qu'il a fait. Là, Julie, je pense qu'il a fait ça à la maison. Tu es peut-être mieux placé que moi pour, pour en parler. C'est quoi qu'est-ce qu'il a construit finalement pour s'aider? Oui, ben absolument. Puis là, tu sais, je veux dire, Robert, il est modeste, là, mais si vous aviez vu la manière dont il a amené Léo à se sentir comme le bienvenu, parce que c'est pas évident pour un enfant, là. Léo, il avait 9 ans à ce moment-là. 8 ans même, puis de dire, bon, ben, dis-nous, parle-nous, Léo, là, mais il a commencé par le mettre à l'aise en lui disant, regarde, on est là aujourd'hui parce qu'on pense que tu es important, parce qu'on pense que tu es intelligent, puis parce qu'on pense que tu es capable de nous amener à nous montrer comment on peut t'aider, là, quelque chose comme ça. Puis là, j'ai vu Léo. Puis là, au début, il ne savait pas trop où s'en aller, puis tout ça. Puis même nous, là, il faut le dire, hein, on ne savait pas trop où ça s'en allait. C'était une expérience, tout ça. Puis là, il s'est mis à nous parler qu'il n'y avait pas assez d'éducation physique, puis que tout ça. Fait que là, c'est lui, en fait, qui nous a amenés sur le terrain de dire, ah, ben, dans le fond, j'ai besoin de bouger davantage. Et donc, c'était un espèce de rappel-tout, là, si on veut. Là. Il s'est fait des petits cartons là, pour se rappeler, dans le fond, c'est ce qu'il avait à faire, ses tâches. Puis rappeler aussi, à un moment donné, quand il a atteint une certaine tâche, ben, il pouvait se récompenser lui-même. Puis ses récompenses, c'est lui qu'ils avaient choisi. Là. Dans le fond, c'était aller de bouger à l'extérieur. Donc, il y avait certains éléments. Puis il y avait aussi des petits questionnements. Puis dans le fond, c'est lui qui a fait ces 4 petits outils, ces 4 cartes-là qu'il a fabriquées à la maison. Puis avec un anneau, puis là, il regardait ses cartes régulièrement pour pouvoir savoir justement lui-même où est-ce qu'il en était, puis qu'est-ce qu'il y avait à mettre en place, dans le fond, pour que ça se passe mieux. Puis il les utilise encore, ces outils, aujourd'hui, puis ça va beaucoup mieux. D'ailleurs, finalement, on a eu 2 rencontres, puis par la suite, ça s'est mis en place, puis il est devenu très, très autonome dans son fonctionnement. Ça a été très positif, là, puis rapidement, on est arrivé à une solution qui plaisait à tous, puis on se rend compte aujourd'hui que ça fonctionne très, très bien, là. Ouais, puis je me souviens encore, là, je pense que je t'avais appelé tout de suite après parce que je me souviens encore quand il avait fait cet outil-là. Écoute, il voulait absolument venir me voir à mon bureau et il était tout fier de me montrer l'outil qu'il avait fait. Alors, j'ai jamais vu un élève, je veux dire, on fait des outils des fois pour les élèves, pour les aider. Ils sont pas si motivés que ça à les utiliser. Là, il y avait comme une fierté parce que c'était lui. Ah, puis il voulait le montrer, puis il l'a vraiment utilisé par la suite. Hein, puis je pense qu'il a apporté des améliorations même. Alors, ça, c'était une belle expérience quand même. C'est fascinant dans le travail que je fais. Moi, j'aide les gens en leadership puis en coaching. Leadership, c'est pour aider les gens à être capables d'aller chercher le meilleur des autres en créant des conditions qui ressemblent drôlement à ce que vous faites présentement. Puis le coaching, mais c'est d'amener l'autre à viser quelque chose. Tu sais, dans le fond, j'ai un objectif. Quelles sont mes habitudes quotidiennes qui vont m'amener là? Puis c'est une approche par le questionnement. Puis à vous écouter parler de comment vous êtes intervenu auprès de Léo, c'est un peu ça, une approche où on te demande de cibler un objectif, comment tu vas t'y prendre, on l'accompagne là-dedans, ça bâtit la capacité de réfléchir, puis une grande dimension d'apprendre à connaître qui on est. Puis ça amène l'enfant à pouvoir s'auto-réguler aussi, pas juste au niveau affectif, mais aussi de savoir comment ça marche ça, quand on veut atteindre des objectifs. Puis, hey, sais-tu quoi? Moi, j'ai besoin, après 50 minutes, là, j'ai besoin de bouger. Ah, c'est vrai, j'ai des meilleures journées quand je fais ça. Tu sais. C'est Hein? facile. Vraiment. Hein? Puis Marius, hein, il y a de quoi que je trouve important de dire, c'est que il n'y a rien qu'on fait dans une école alternative qu'on ne peut pas faire là, dans une école traditionnelle. Tout ça, on peut faire ça dans une école traditionnelle. Là. Puis moi, je l'encourage, là, je veux dire, on peut tous être des leaders alternatifs, là, si je peux dire. Donc, mais c'est quoi à ce moment-là, des fois, un peu la différence d'une école alternative? C'est que tout le monde, mais vraiment tout le monde a pris l'engagement. Donc, c'est dire 1, 2, 3 go, là, on y va dans ce sens-là. On a ces valeurs communes-là, on y va, puis ça devient la façon de fonctionner à l'école. Alors, mais n'importe qui peut faire, et souvent même, là, il y a plein de pratiques très semblables dans plein d'écoles.
C'est Mhm. accessible, c'est une décision, tu sais. Mhm. Oui, mais dans l'école alternative, c'est la structure, puis la direction qui mène le bal, là. Je veux dire, faut pas minimiser le rôle de la direction qui va accepter d'avoir un rôle qui est peut-être moins traditionnel, justement, de direction, puis qui va laisser la place, puis qui va assurer que cette cohésion-là, assurer, Robert parlait de mouvement, permettre ce mouvement-là dans l'école, laisser les parents entrer, circuler. C'est sûr que ça prend ça prend une ouverture de la barre de la direction, puis ça prend quelqu'un qui va s'assurer que tout le monde demeure ouvert à ça, justement, par la suite. C'est vraiment un ingrédient essentiel au bon fonctionnement de cette école-là. Ben, j'allais poser la question, dans le fond, parce que quand ça roule, c'est facile. Mais quand on entend quelqu'un est en train d'écouter le podcast, dit Hey, Robert et Julie viennent de dire qu'on n'est pas obligé d'être une école alternative, on pourrait décider ça, j'ai le goût d'amener ça, mettre ça sur la table avec mon équipe. Euh, c'est quoi les préalables ou comment on crée les conditions, tu sais, là, sans que ce soit une recette, mais tu sais, c'est quoi les morceaux importants pour vous qui font en sorte que, sais-tu quoi, une équipe d'adultes, incluant les parents, la communauté, là, une équipe d'adultes qui dit Hey, nos enfants, là, on va les amener là. Pour se rendre là, ça va prendre des conditions qu'on va créer ensemble. Ça pourrait ressembler à quoi? Je sais que vous avez un super de beau document que j'ai lu attentivement. Là, il y a comme 17 conditions avec différentes catégories d'actions, mais dans vos mots à vous, là, euh, qu'est-ce qui nous permet justement de rester unis, garder le focus sur qui on est? Euh, Parce que quand on suit les enfants, ça nous amène à prendre des détours, j'en suis sûr. Là. Et tu sais, comment on garde le focus, comment on continue de créer les conditions? Ben, moi, je dirais là, que après ma barre, c'est sûr qu'il faut être dans un esprit de collaboration. OK. Euh, et là, moi, ça m'est déjà arrivé, là, j'ai eu même un passage au privé, là, à la direction, puis des fois, on voyait là, le parent, l'enfant, quasiment comme un client, là. Alors, nous, c'est vraiment pas comme ça, c'est vraiment des partenaires. En fait, on a un terme spécifique pour ça. On s'appelle des co-éducateurs. On est tous des co-éducateurs parce qu'on peut apprendre des choses de n'importe qui, puis on peut aussi faire des découvertes à toute autre personne, pas seulement les élèves, peut être les parents, peut être des collègues, etc. Donc, il y a cette posture de collaboration qui est super importante. Tu sais, moi, quand j'ai un parent, supposons, qui m'appelle à l'école, c'est jamais pour, comment dire, ou très rarement, là, ça peut arriver, mais euh, c'est jamais pour critiquer puis dire, bon, réglez-moi ça. C'est vraiment dans une posture, mais comment on va régler ça ensemble? C'est vraiment de cette façon-là qu'on fonctionne. Donc, il faut que toute l'équipe soit sur cette posture-là. L'autre chose, en fait, il y en a deux autres choses, il y aurait la confiance. Il faut vraiment avoir confiance entre nous. Euh, 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 et quand ça ne va pas, ben, l'exprimer de façon constructive. Hmm. On amène les enfants à faire ce qu'on appelle des conseils de coopération. Là. OK. Entre nous, les adultes, il faut être aussi capable de se faire nos propres conseils de coopération. Et l'autre chose, c'est que si on veut que les enfants aient le droit à l'erreur, prennent des risques, ben, il faut aussi donner le droit à l'erreur et laisser les gens s'essayer. Donc, ça, je te dirais, c'est des trois conditions qui sont importantes, même si on n'est pas une école alternative, mais qu'on Ah, va oui. avoir des pratiques alternatives. OK. Merci, Robert. Bon. Toi, de ton côté, Julie, du point de vue du parent qui voit ses enfants évoluer et que tu es présente là, dans une école alternative, comment on crée ces conditions-là? Mais moi, j'avais écrit 4 mots: OK? confiance, relation, ouverture et communauté. Ah oui. Dans le fond,
sais, moi, il m'est arrivé d'enseigner en 4e année au baccalauréat en enseignement préscolaire primaire. Et généralement, je posais la question, qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Parce que c'est des gens qui entraient là, sur le marché du travail. Et la majorité, les parents. Ah, les parents, ça fait peur. Fait que là, quand on parle souvent d'école alternative puis qu'on dit que les parents sont dans la classe, souvent les gens ils disent oui, mais là, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Comment ça doit être stressant d'avoir les parents là, puis là, il faut les gérer, ces parents-là. Puis donc, mais c'est ça, en fait, l'ingrédient de base, c'est vraiment de dire on, quand on développe des relations humaines, hein, ça prend du temps. C'est pas du jour au lendemain qu'on devient des amis, c'est sûr. Donc, il faut se donner du temps. Il faut se rencontrer, il faut se voir, il faut se discuter, hein, communication bidirectionnelle. Puis petit à petit, la confiance, elle se bâtit. Il y a des relations qui se construisent. Puis, il y a cette espèce de sentiment de communauté-là où on travaille ensemble. Fait que je pense que ça amène, justement, c'est ça, cette espèce de respect-là qui est vraiment nécessaire pour pouvoir dire, OK, on travaille ensemble, puis je suis capable d'ouvrir ma porte parce que j'ai confiance que ces gens-là ne sont pas là pour me juger, ils sont là pour travailler avec moi. Pour qui? Pour les enfants, parce qu'on a tous le même objectif au final. C'est pour ça que je ne vais pas aller en tant que parent revendiquer des choses pour mon enfant. Si je revendique des choses, je vais le faire pour la communauté, je vais le faire pour l'ensemble des élèves, je vais le faire pour les enseignants. Donc ça, c'est vraiment important. Puis je parlais de la direction, ça, c'est le summum, c'est-à-dire que la direction, c'est un peu elle qui peut permettre ça ou tout casser du jour au lendemain, c'est à dire non, ça fonctionne pas, on ferme la porte. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui est un peu le liant, finalement, qui va permettre cette confiance et ces relations-là entre les différents acteurs. Wow. Là, il me vient un concept que j'ai le goût de nommer, puis vous me direz ce que vous en pensez, OK? Si je suis dans le champ complètement ou, tu sais, tu as nommé tantôt, Julie, des fois, certains parents, ou des fois, c'est l'enseignant qui peut avoir peur de la communauté ou du parent, tu sais, si on laisse accès. Moi, dans mon vécu, une des craintes qu'on peut avoir comme enseignant, c'est la crainte que la discussion au sujet des enfants soit sur ce que l'enseignant doit faire, puis que parfois, dans cette conversation-là, on a comme l'impression que l'enfant n'a aucune responsabilité dans son apprentissage. Des fois, on a peur que si on invite la communauté, ça va être pour parler de tout ce que les adultes peuvent faire et doivent faire, mais qu'on ne puisse pas parler ensemble de ce qu'on va demander du petit Léo après la rencontre. L'imputabilité, la responsabilisation, puis c'est pas parce qu'on veut se décharger comme adulte de responsabilité puis de ce que nous on fait pour les enfants, mais je sens qu'au cœur de ce que vous faites, c'est que l'enfant est inclus. Lui aussi, on lui parle de ses responsabilités. Lui aussi, on lui parle de sa prochaine étape. Puis ça, c'est pas toujours présent dans la conversation entre école et communauté. Parfois, on n'est pas satisfait d'un rendement, on n'est pas satisfait d'un incident. Puis c'est très normal qu'on parle de la responsabilité des adultes. On est des professionnels. On est là pour ça. Mais je trouve ça tellement, le mot qui me vient, c'est l'empowerment au service des enfants. C'est qu'on les amène dans la conversation, on les place au centre de ça. Puis entre adultes, on est ensemble pour que cet enfant-là devienne le plus capable d'être responsable de qui il est, de qui il devient. Tu sais, là. C'est un peu de même que j'écoute votre discussion. Est-ce que ça a du sens, ça, que la responsabilisation des enfants dans une école alternative, c'est au cœur de ce que vous faites? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, Travailler aussi l'initiative de pas toujours ou de. C'est pas toujours la faute des autres. Là. Ce qui arrive, je fais partie de la situation. Mais tu sais, Marius, avec ce que tu disais, ça me faisait penser, des fois, la scène où fait un peu humoristique où des gens parlent entre eux d'une personne, mais la personne est juste à côté. Oui, Puis elle dit, oui, hey, oui, oui. vous remarquez, je suis là, là. Je suis là, là. Ben, des fois, on parle beaucoup des enfants, mais il est juste à côté, pas juste à côté physiquement, mais alors, il faut l'impliquer dans la discussion parce que l'enfant, là, c'est lui qui peut clairement
dans ses mots d'enfant, mais nous dire ce qu'il vit, ce qu'il ressent. Alors, nous, on peut le percevoir, mais celui qui le sent vraiment, là, c'est l'enfant. Donc, il faut aller chercher ce qu'il y a à dire absolument, puis en tenir compte. Oui. Ça rejoint ce que tu disais tantôt, Julie, au début, quand tu disais qu'il faut avoir confiance en notre enfant, tu sais, qu'on lui confie une responsabilité un peu, tu sais, on s'enlève un peu du chemin, puis on dit, regarde, vas-y, là, essaie-toi, tu as le droit de te relever ici, puis on va t'accompagner. Tu sais. Puis en tant qu'adulte, c'est un travail constant de se rappeler que, tu sais, on a souvent tendance à prendre le plancher en tant qu'adulte quand il y a des enfants parce que c'est nous qui savons les bonnes choses. Non, c'est pas vrai. Il faut se rappeler la personne la mieux placée pour savoir ce qui est bon pour elle. C'est toujours la personne elle-même. Puis c'est vrai autant pour les enfants que pour les adultes. Fait que moi, ça me parle beaucoup, l'empowerment, le pouvoir d'agir. C'est un concept pour moi qui est essentiel. Puis quand je disais pouvoir, tantôt, c'est ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui va sentir que le pouvoir sur sa vie, que le pouvoir de changer les choses va être beaucoup plus en mesure d'être un citoyen engagé. Puis je pense que c'est un peu ça qu'on vise. T'sais. On vise pas la réussite scolaire des enfants, on vise leur réussite totale, le développement de leur plein potentiel. Puis je pense que c'est vraiment ça qui est au cœur, c'est-à-dire que jamais on va arriver à tout développer. C'est toi, nous, on peut t'aider, on peut te guider, on peut t'appuyer. Tu peux venir nous demander, puis on va mettre les balises, on va dire, oh, là, tu vas un petit peu trop loin, on va te ramener. Mais ça va toujours être toi qui va pouvoir avoir le pouvoir de faire le changement. Puis ça, c'est une énorme responsabilité pour les enfants. C'est gros, mais en même temps, c'est tout. Quand on a le pouvoir, on a le pouvoir d'essayer, on a le pouvoir de se tromper, puis on a le pouvoir de recommencer. Fait que oui, puis tu sais, souvent, les gens vont nous demander, oui, mais mon enfant, s'il va à l'école alternative, là, quand il va arriver plus tard, ça va être correct? Il va être capable d'aller au secondaire? Il va être capable d'aller au cégep, à l'université? Puis, tu sais, c'est vrai qu'on n'a pas de données probantes sur leurs résultats et tout ça. Par contre, ce qu'on voit, c'est des enfants souvent qui, justement, vont oser faire les choses, vont avoir de l'autonomie, vont être capables d'être des bons leaders pour eux-mêmes et pour les autres, justement. Fait que oui, je pense que c'est ça qu'on fait beaucoup à l'école alternative, leur donner le pouvoir de se développer. Ben, Puis, oui, ben peut-être Marius, juste ajouter par rapport à inclure l'enfant, une chose que j'ai remarqué parce que souvent, ben, je me retrouve un peu à animer les rencontres, etc. Moi, mon défi, là, c'est toujours trouver le chemin pour que l'enfant puisse s'exprimer. Tout à l'heure, Julie, tu disais là, comment j'ai mis là, Léo un peu à l'aise, mais tu sais, des rencontres de même, j'en ai fait des centaines, là, dans le sens que pas toujours exactement dans la même façon, mais moi, mon objectif, c'est toujours comment je peux créer les conditions pour que l'enfant puisse s'exprimer, le mettre à l'aise, le rassurer. Mais mon plus grand défi, là, c'est les adultes n'aiment pas le silence. On parle, on ne laisse pas l'enfant parler. Et ça, là, des fois, là, il faut que j'avertisse quasiment là, des parents, des enseignants. On va le laisser parler, là. Mais il faut aussi être stratégique dans les questions qu'on pose parce que l'enfant va nous répondre, je ne sais pas. Si il ne faut pas que les réponses soient aussi juste par oui et non. Alors, il y a tout un art là, d'inclure l'enfant pour qu'il soit à l'aise, confiant, puis qu'il embarque dans la discussion. Mais on n'est pas habitué à ça, les adultes. Là. C'est vraiment. Ça prend une conscience puis une patience, comme tu dis, de venir à l'aise avec le silence, mais aussi devenir habile à poser des questions ouvertes, puis on attend la réponse avec, comment je dirais donc, avec une patience non verbale. Exactement. Puis d'avoir confiance que le chemin qu'il va prendre, c'est peut-être pas celui qu'on s'attendait. Puis qu'il va peut-être y avoir un petit détour avant d'arriver à une solution, hein, parce qu'on est beaucoup dans l'efficacité et la recherche de solutions. École alternative, c'est une approche. Mettons, je mets des mots, je fais une petite synthèse sur ce qu'on se dit puis ce que j'en comprends, là, tu sais.
Je n'ai pas votre compréhension de ce que c'est, mais avec les mots que vous avez dit, je me dis, c'est d'abord une posture. On va faire une place importante à l'enfant. On travaille par cycle, donc ça se reflète dans notre organisation. Il y a le bulletin chiffré qui est encore là parce que l'évolution des parents est rendue qui est encore là. Il y en a qui s'en servent, il y en a qui s'en servent moins. On regarde plus la progression que le résultat. OK. Donc, il y a une place pour tout le monde là. On développe l'autonomie, la responsabilisation des enfants. Il y a des structures en place, il y a des assemblées générales, des conseils de coopération et autres approches pour amener les enfants à se développer. Mais vous avez un programme. Il y a un programme aussi. Donc, comment se fait pour vous, à l'intérieur de l'école, comment se fait comment je peux poser le maintien de la cohérence de votre approche avec les exigences systémiques bien réelles? Comment on compose avec ça? Comment on fait pour progresser avec ça? Innover à l'intérieur de la boîte, comment ça marche pour vous, ça? Moi, ce que je Tu réponds vas, je peux souvent y à cette aller. question-là, et brièvement, en fait, c'est qu'on va passer par. C'est les moyens qu'on va prendre qui vont être OK. différents. OK. Au bout du compte, les enfants vont passer les examens du ministère de 6e année, OK. puis ils vont remplir les exigences. Fait que oui, c'est de composer dans ce cadre-là en utilisant des moyens qui sont différents. Puis je pense que c'est vraiment ça qu'il faut. Puis tu sais, après, il y a différentes. Chaque école alternative a son approche pédagogique ou ses multiples approches pédagogiques. Il va avoir le projet, il va avoir des approches Freinet, tout ça, c'est plus des éléments pédagogiques, mais tout ça, ce sont des moyens qu'on va mettre en œuvre qui vont amener à faire les mêmes choses, mais complètement différemment. Je pense que c'est vraiment ça. Fabuleux. Moi, des fois, je dis qu'à Curia Petit, on a hacké la réussite. On parle pas beaucoup de on parle pas beaucoup de réussite parce que la réussite, c'est un concept qui est quand même assez flou, qui dépend des valeurs de référence de chacun. Même quand on parle de réussite éducative, OK, on s'approche de quelque chose de plus concret. Nous, on a dit apprendre, c'est ça, je regarde dans notre projet éducatif, là, tout apprentissage est une réussite. Alors, c'est quoi réussir? C'est apprendre, finalement. Alors, si j'apprends, je réussis. Okay. Et axer nos actions, nos façons de faire sur les apprentissages, ça enlève tellement de stress, là. Faut que je réussisse, faut que je réussisse, faut que je réussisse. Mais non, il faut apprendre. Et là, on est toujours en progression. Et, si j'apprends toujours, effectivement, la réussite scolaire, celle qu'on note, là, qu'on chiffre, elle va être au rendez-vous, cette réussite-là. Puis peut-être plus encore que si j'avais stressé tout le temps par peur de la manquer, cette réussite-là. Alors, donc, ça, c'est un élément qui m'apparaît super important de parler d'apprentissage, de progrès, plutôt que de parler de réussite. Robert, je vois déjà le T-shirt puis le livre ou le titre de ta conférence. Hacker la réussite. Hey, c'est beau, ça punch, ça, mon ami, je te dis, là, j'aime ça. Hacker la réussite avec Robert et Julie. Ça serait formidable. En tout cas, moi, je m'inscris à cet atelier-là. Si jamais ça existe, là, je vais être là. Premier à s'en aller. J'adore. On arrive déjà tout près de la fin de notre entretien, mais avant de passer à la conclusion puis à nos messages de la fin, y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas abordé dans notre podcast? Tu sais, vous avez pensé, là, hey, on va passer une petite heure et demie avec Marius. On va parler de notre école, la perspective de parents, la perspective de la direction d'école là-dedans. Y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas abordé que vous dites, hey, j'aimerais ça qu'on fasse une place pour ça? Je vous laisse le temps d'y penser, là. Moi, il y a une chose là que, comment dire, souvent, j'ai l'impression qu'on est en éducation beaucoup axé sur le négatif. Okay. Ça va donc bien mal. J'entends souvent parler de choses négatives. Okay. Puis je trouve tellement
qu'on est dans une belle période. J'ai jamais vu autant d'ouverture sur les différentes approches. On est, on pense à l'innovation, on se questionne, mais pas juste dans les écoles alternatives. Bon, là, on traverse une petite zone de grève, là, bon, c'est normal, mais quand je regarde comment évolue l'éducation depuis les 20 dernières années, je trouve qu'on fait des beaux progrès. On a des beaux élèves, on a des moyens qu'on n'a jamais eus auparavant, des moyens technologiques. On peut répondre à des difficultés avec comment dire, de la lecture pour des enfants qui ont la lecture, le nom m'échappe, là, la virtuelle ou comment donc, le text-to-speech, là. Oui, la dictée vocale. La dictée vocale. Bref, on a plein de moyens qu'on n'avait pas avant. On a les programmes, je trouve, de formation universitaire se sont enrichis, diversifiés. Alors moi, oui, je suis en général très optimiste dans la vie, mais il me semble qu'on traverse un beau moment, puis on devrait le dire plus souvent. Écoute, ça me fait penser, j'ai regardé un extrait de conférence d'un collègue anglophone il n'y a pas longtemps, il disait, si on veut que les gens de la communauté commencent à parler positivement de notre profession, il faudrait que nous-mêmes, on commence par parler positivement de notre profession. Fait que ça m'a rappelé ça. Donc, oui. Toi, Julie, de ton côté, un Ben, moi, sujet que tu as aimé qu'on aborde? j'ai envie de faire du pouce un peu là-dessus. Puis, tu sais, je sais que quand on parle de ça, souvent, ça a l'air gros. On dit, oh mon Dieu, tu sais, l'implication des parents. J'ai déjà pas de temps. Faut-tu que j'aille en plus à l'école? Faut-tu que. Mais, tu sais, j'ai envie de dire, tu sais, aujourd'hui, on parle d'école alternative, mais c'est inspirant ce qu'on a à proposer. C'est pas énergie. Oui, ça prend de l'énergie, mais c'est pas énergivore, ça redonne de l'énergie. Puis, tu sais, j'en ai pas parlé, mais nous, on a changé de ville. On est parti de Montréal pour venir s'établir ici, puis aller à Curie-Petit. Donc, à la base, on a décidé de changer, puis on a changé pour ici, pour venir à Curie-Petit, parce qu'on était à l'école alternative, puis on voulait garder cette communauté-là parce que Wow. on est nourri en Ouais. tant qu'humain, en faisant partie de cette communauté-là. Tu sais, moi, quand je vais à l'école, j'y vais, oui, pour mes enfants, mais c'est bien plus que ça. Tu sais, quand je vais à l'école maintenant, les enfants, ils m'appellent par mon nom. J'en ai plein tu sais, que je vois depuis qu'ils sont tout petits, qui viennent, les plus vieux ne viennent pas me faire des câlins, ça, c'est plus les plus petits, mais ils viennent me voir, puis ils sont contents, puis, tu sais, je sens que je fais partie de la communauté avec eux, puis, tu sais, on est à Cowansville depuis seulement 3 ans, mais on a fait notre place. Puis, c'est beaucoup grâce à l'école alternative. Fait que, tu sais, tu parlais de sentiment d'empowerment, de pouvoir d'agir. Je trouve qu'aujourd'hui, on est très isolés. Hein? On est dans une société qui est plutôt individualiste. On est chacun de notre côté. Puis, de vivre l'école comme ça avec nos enfants, c'est bien plus que juste nous demander du temps. Puis non, non, on fait partie de quelque chose. Puis quand j'y vais, je retire, moi, personnellement, quelque chose de ça. Puis c'est vraiment nourrissant. C'est vraiment merveilleux. Puis je veux dire, nous, on est ici, on a une super belle communauté. Puis c'est grâce à l'école que ça s'est passé. Donc, Mais ça se c'est sent. vraiment beau. Ça se sent dans ta voix, puis je m'en voudrais de pas te poser la question pour les parents qui écoutent le podcast ou avec leur chapeau de parent. Ça peut représenter combien de minutes par semaine? Mettons, un parent, là, tu sais, il y a des gens qui peuvent passer plus de temps, d'autres qui peuvent moins, mais tu sais, ça peut représenter là, la présence d'un parent dans une semaine, là, d'un cycle de 5 jours. C'est combien de minutes, mettons? Ben nous, on privilégie 1 heure par mois par Ah, enfant pour chaque famille. Bon, il y en a qui en font plus. On peut se douter que moi, j'en fais un petit peu plus. Il y en a qui en font un petit peu moins. Mais c'est sûr que si tout le monde donnait 1 heure par mois, ce serait, ça ce se serait gère, ça se commode. gère. Absolument. 1 heure par mois, ça se Absolument. gère. Ouais, ouais, Absolument. ouais. C'est en Oui, puis c'est pas cohérence avec seulement le les choix. parents. C'est en Hein? Puis c'est cohérence pas avec le seulement choix les de l'école. parents. Oui, c'est ça. Puis c'est pas seulement les parents, Marius, hein, c'est la famille. Ouais, Tu sais, des fois, on voit des grands-parents à l'école, là. On ouais. voit donc
1 heure par mois, par enfant, d'un point de vue famille, ça se réalise assez bien. Par contre, ce qui est demandé, des fois, c'est ça qu'il faut habituer, là, c'est dans la classe. Alors, ce n'est pas sur un comité ou c'est pas, on peut s'impliquer dans les comités, mais c'est dans la classe. Et d'ailleurs, des fois, il y a des parents qui sont un peu, comme Julie le mentionnait, un petit peu intimidés par ça. Bien, on a même des parents qui vont en accompagner d'autres. Donc, des parents que ça fait un certain temps. On a tout aussi cette façon-là. Wow. On a un comité accueil qui accompagne les nouveaux parents parce que c'est une communauté tissée serrée. Bien, quand on a affaire à une communauté tissée comme ça, bien, des fois, quand on est nouveau, on se dit, oh, je veux-tu réussir à faire ma place là-dedans? Mais ça, on a des gens qui sont là pour bien accueillir les parents, bien les accompagner. On fait la même affaire au niveau du personnel. Ben oui. Ça aussi, là. J'arrive dans une école alternative. Ouf! Il y a du monde à la messe. Alors, je peux comprendre ça. Mais je suis content de vous découvrir et qu'on ait pris le temps de s'en parler parce que je vais parler de vous. C'est sûr. Je trouve ça inspirant ce que vous êtes en mesure de vivre. Puis que ce n'est pas juste un projet pilote, c'est quelque chose qui se vit, c'est quelque chose qui se co-construit. Co-éducateur, je me souviens de ce terme-là, tu sais, donc c'est vraiment beau. C'est familial et communautaire, tout ça, là, fait que c'est pour nos enfants. Absolument. Wow. Fait que mettons en conclusion de notre entretien, là, Julie, je ne sais pas s'il y a un message en particulier que tu aimerais laisser aux gens qui prennent le temps de nous écouter aujourd'hui. Si tu avais un message, une invitation, ça peut être avec ton chapeau de maman. C'est vraiment là que ce qui t'amène ici aujourd'hui. Mais je sais que tu as, un beau bagage en pédagogie aussi, là, mais ce serait quoi un message pour toi, pour les gens qui écoutent? Ben, tu sais, dans le fond, c'est oser créer le lien, oser entrer en contact avec ceux qui sont avec vos enfants à tous les jours, qui sont à l'école, puis y aller avec toute sa vulnérabilité, sa simplicité, son ouverture, hein, ne pas être dans le jugement de la revendication, mais d'être vraiment dans la relation, dans la connaissance de l'autre. Puis c'est ça qui nous amène à grandir tout le monde ensemble. Puis ça se fait autant dans une école dite régulière qu'une école alternative. Créer le contact, oser créer le contact. Oser créer le contact. Merci pour ça, Julie. Robert, de ton côté? Moi, je dirais, faites de la place aux enfants. Laissez les enfants être des acteurs. Il faut faire confiance aux enfants. Il faut créer les conditions pour qu'ils s'expriment et il faut les laisser faire des erreurs. Donc, essayez pas d'éviter l'erreur, là, au contraire. C'est ça qui est authentique, c'est comme ça qu'on apprend. Et autant aux parents, aux enseignants, aux directions, personne n'est parfait et faites pas comme si vous étiez parfait. Si vous voulez que les gens apprennent autour de vous, ou qu'ils acceptent eux-mêmes de prendre des risques, il faut qu'on voit que tout le monde est vulnérable. Moi, je pense que j'ai passé mon primaire, mon secondaire, sans jamais ou très rarement voir un adulte faire des erreurs. Ça donne une fausse perception de c'est quoi la réalité. Je me souviens, là, je vais donner un exemple, je me souviens d'une discussion, j'avais avec un collègue il y a plusieurs années, puis il me disait qu'au cégep, il avait échoué des cours, puis que là, ses enfants étaient rendus au cégep, puis qu'il y avait de la difficulté à parler des défis qu'on rencontre au cégep, parce qu'il ne voulait pas dévoiler auprès de ses enfants qui avaient pas réussi des cours, qui avaient vécu des échecs, parce qu'il avait peur de rendre ça comme une option viable, tu sais, comme si ça pouvait influencer ses enfants. Mon père, il a échoué des cours, pourquoi moi je ne pourrais pas en échouer? Je pense qu'aujourd'hui, on est rendu plus loin de ça. On n'est pas parfait, puis tout le monde on a vécu des revers dans la vie et c'est important de les transmettre. Et c'est ça qui va donner le courage
à tout le monde d'oser, là, comme Julie le mentionnait à l'instant. Oui. Les plus belles histoires, c'est les histoires où on se relève, tu sais. C'est ça, la nature humaine, tu sais, ce qui nous inspire. Tu lis un livre, tu regardes un reportage, tu regardes les Olympiques, c'est pas nécessairement des performances, c'est l'histoire derrière tout le nombre de fois que les gens doivent se relever, c'est les défis surmontés qui inspirent, qui disent OK, ils sont comme nous, eux autres, là, je me reconnais là-dedans, tu sais. Et on peut être ça pour les enfants. Une belle invitation, vraiment. Oui. Hey, Quel beau merci. modèle. Hein, c'est Quel un beau beau modèle modèle, pour hein? nos enfants de dire Oui. essaie, et tu vas vivre des échecs, mais voici, tu peux te relever. Il y a différentes façons. Quel beau modèle pour nos enfants. Julie et Robert, c'était vraiment un plaisir d'apprendre à vous connaître. Merci d'avoir pris le temps de jaser avec moi aujourd'hui. Merci, Marius, de nous avoir accueillis. C'est vraiment très agréable. Extraordinaire, Marius. Merci beaucoup. C'était Robert Chiquan et Julie Bouchard. À tout le monde est un leader alternatif. Hey, c'était pas beau, ça? C'est Hey, magnifique! super. Vraiment, hein?